Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions ici au bureau. Bonsoir. Merci de me retrouver pour ce petit quart d'heure de direct depuis mon bureau à l'université Yaoundé 1. Je vais attendre que certains frères. Oui, bonsoir. Claudia, bonsoir. Morning. Good day. Good day, Claudia. Nous allons attendre que le Coran soit atteint pour pouvoir commencer ce direct rapide. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, bienvenue pour cette petite séance d'actualisation de notre situation depuis l'université Yaoundé 1. Oui, bonsoir Eman. Yvonne, bonsoir. Yvonne Kouro, bonsoir. Adolphe, bonsoir. Bonsoir mesdames et messieurs, nous allons faire bref. Je voudrais vous confirmer donc ce que je vous ai dit hier. Et oui, bonsoir Adolphe. Je voudrais vous présenter rapidement la situation et vous rassurer sur un ou deux éléments. Je vous parle depuis mon bureau à l'université Yaoundé 1. Où je travaille depuis ce matin. Je voudrais vous dire une ou deux choses. D'abord, première chose, c'est que contrairement à ce qui est dit, contrairement à ce qui est distillé comme information, le recteur de l'université Yaoundé 1, Aurélien Soso, n'a pas recruté de gros bras, puisque j'en ai pas vu. Le recteur de l'université n'a pas recruté des mercenaires pour nous molester, comme ça a été dit partout, comme ça nous est revenu. Le recteur de Yaoundé 1 n'est pas à son bureau, parce que j'ai pris sur moi d'aller le rencontrer pour m'informer, pour m'assurer que c'est effectivement lui qui a signé cette connerie, cette suprême connerie qui m'a été servie comme décision de rupture de contrat. Donc, malheureusement, il n'est pas à son bureau parce que je suis venu pour m'enquérir de la situation face à face avec lui
Je n'ai pas eu cette occasion-là. Je crois que ce n'est que partie remise. Je reviendrai le voir. J'ai laissé des consignes qu'on lui dise que j'ai été de passage. J'ai donné des instructions fermes. Nous sommes allés des instructions. J'ai donné des instructions fermes pour que ses collaborateurs lui rapportent cela. Ce que j'ai dit. Donc, je dois vous rassurer que aucune mesure spéciale n'a été prise contre nous. Aussi, j'invite, deuxième point, j'invite mes collègues, Madame Damaris Mandop, épouse Enyere, professeur Damaris Mandop donc, et Dr Ndok à retrouver leur bureau comme je l'ai fait moi-même. Nous avons l'obligation d'être dans nos bureaux. Ce n'est pas, on n'est même plus au niveau d'être dans son bureau. Sinon, ils seront considérés par le peuple camerounais, par le contribuable qui nous paye comme des déserteurs. Donc, ils reçoivent en tant que leader de cette affaire, leader de fait, l'instruction ferme de retrouver leur bureau dès l'instant des communications de cette instruction. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans une situation où on doit exposer aux Camerounais l'importance de cette mutation qui s'impose à nous actuellement. Lorsqu'il dit souvent qu'il faut se rendre incorruptible, ce n'est pas pour vanter ou bien pour mettre en avant le principe générique, le principe originel de la philosophie, c'est-à-dire l'incorruptibilité, l'éthique sur tous les plans. Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'à l'ère où tout va à volo, à l'ère où nous sommes dans une démarche d'effacement, dans une démarche de neutralisation de l'esprit critique, dans une démarche gouvernementale, je dis bien, où les gens s'organisent à frustrer les compatriotes, à mettre en danger l'avenir de cette nation, à clochardiser, à brimer, à torturer, à éventrer, à sodomiser. Nous sommes dans une démarche, dans la responsabilité de mettre en avant le devoir qui nous appelle. Le devoir qui nous appelle, c'est celui de préserver les souffrances, les acquis du passé. Et cette préservation des acquis du passé passe par quelque chose de fondamental que vous devez noter. D'ailleurs, je m'en vais vous lire un texte, parce que là, je fais un petit cours sur l'éthique républicaine et les principes généraux qui devraient gouverner nos actions. Vous savez, un penseur qu'on appelait Alain, un penseur français, avait analysé la question de la fonction. Quand tu as une fonction, et il avait montré que la fonction a toujours quelque chose qui est du ressort de la responsabilité. Et Alain, le philosophe français, donc disait, le mot responsabilité, dans son sens plein, enferme toujours une promesse publique, une charge, une fonction. Le menuisier promet des portes et un magistrat des sentences selon la loi. Toutefois, il y a des fonctions plus libres que d'autres et qui laissent mieux bondir l'humeur ou bien qui l'utilisent. Il y a des fonctions plus libres que d'autres et qui laissent mieux bondir l'humeur ou bien qui l'utilisent. Vous savez, la responsabilité, notre responsabilité en tant qu'enseignant du supérieur, c'est de débroussailler les chemins de l'avenir. C'est de creuser au cœur des broussailles, au cœur des ténèbres, pour faire luire l'espoir. Et la question de l'espoir est liée à la question de l'incorruptibilité, à la question de la responsabilité, certes, mais à la question des enjeux et de la lucidité devant les enjeux de l'heure. Oui, nous devons montrer le chemin. Et montrer le chemin, ça veut dire accepter comme la maman qui va avec ses enfants au champ le matin,
comme ma maman faisait, de se frayer le chemin en premier, c'est-à-dire de prendre toute la rosée avec tous les risques d'infection que cela implique et de laisser le peuple vous suivre. C'est ça que nous faisons là. Ce que nous subissons, la clochardisation, les brimades, les tortures, les menaces, tout ça, c'est la rosée que nous devons porter. Et le chemin est quelque chose qui n'est pas seulement qui n'a pas seulement un lien avec cette image, cette métaphore de la maman qui va au champ, des travaux champêtres, mais elle a quelque chose de fondamental et de philosophique en fait. Vous savez, nous arrivons dans un pays, à une époque, à une certaine ère, dans un contexte précis. Et ce contexte doit déterminer nos choix, doit déterminer notre pensée, notre imaginaire, notre espérance, notre affection, notre affectivité. Et c'est pourquoi je dois vous exposer le principe même de la philosophie. Parce que les gens confondent, les gens ne comprennent pas mon attitude. Les gens, ceux qui sont simples d'esprit, parlent de la folie. Ceux qui sont haineux parlent de la provocation. Provocation dans le mauvais sens d'ailleurs. Ceux qui sont soucieux, républicains, comprennent quand même que nous avons, nous autres, les penseurs, la responsabilité de frayer le chemin de l'avenir aux autres. Et cela est intimement lié à notre travail. Vous savez, j'ai un petit texte ici qu'on appelle Karl Marx, œuvre choisie. Il faut comprendre cela, il faut lire ce texte pour comprendre l'importance, le rôle que nous devons jouer. Qu'est-ce que Marx dit dans ces textes choisis? Excusez, ma chaise parfois descend et je dois toujours me relever pour un fauteuil bizarre qui a l'image du pays. Comme vous voyez bien comme il est orné là avec les souris qui viennent me rendre visite la nuit. Bref, allons-y donc. La philosophie est l'esprit du temps. C'est le sous-titre de ce texte. La philosophie est l'esprit du temps. Karl Marx dit ceci. La philosophie, conçue dans son développement systématique, est impopulaire. Son activité mystérieuse paraît aux yeux profanes une agitation aussi extravagante que vaine. Elle semble un professeur de magie dont les conjurations résonnent solennellement parce qu'on ne la comprend pas. Vous voyez, quand les gens disent que je suis dans l'agitation, ils ne comprennent pas qu'ils disent quelque chose de sensé parce que c'est des profanes. C'est des profanes qui ne comprennent pas que lorsqu'un pays est en otage, comme c'est le cas actuellement, lorsqu'un pays est à la dérive, lorsque Rio dos Camaroes, le Cameroun donc, la rivière des crevettes, est à la dérive, elle est en train de s'assécher. Il faut qu'arrivent des lumières pour pouvoir arroser de nouveau. Là, excusez, il y a les étudiants qui passent. Qui pouvoir arroser l'espérance qui constitue la matière même, la substance même populaire. Si un peuple ne se projette pas en avant, il ne comprend pas. Alors, lorsque le philosophe vient, il doit s'agiter effectivement. Cette agitation-là est indispensable. Elle est impopulaire. Son activité mystérieuse paraît aux yeux des profanes une agitation aussi extravagante que vaine. Pourquoi il s'agite? Pourquoi un philosophe s'agite? Parce qu'il y a un malaise dans la civilisation, comme quelqu'un avait écrit. Il y a un malaise. Et lorsqu'il y a un malaise, on doit s'agiter, on doit s'ébrouer, se taper pour que la poussière, pour que les microbes tombent, pour que les masques tombent. Lorsqu'on voit un pouvoir en dérive, un pouvoir complètement stérilisé, il y a un problème. Il y a un problème. Les philosophes ne sortent pas de terre comme des champignons.
Ils sont le fruit de leur époque, de leur peuple, dont les énergies les plus subtiles, les plus précieuses et les moins visibles s'expriment dans les idées philosophiques. Je répète cette phrase de Marx. Les philosophes ne sortent pas de terre comme des champignons. Ils sont les fruits de leur époque, de leur peuple, dont les énergies les plus subtiles, les plus précieuses et les moins visibles s'expriment dans les idées philosophiques. Je ne fais pas la philosophie d'un gay, je fais la philosophie du peuple camerounais, la philosophie des hommes de cette époque, qu'ils soient français, qu'ils soient allemands, qu'ils soient africains, qu'ils soient asiatiques. Ils sont dans une démarche de compréhension de leur monde. Et les lumières que nous apportons, les lumières qui jaillissent de cette idée, de cette agitation sociale que nous provoquons, sont la condition même de la refondation des institutions, de la refondation de l'espérance et des espoirs qui sont complètement bousillés par une gouvernance suicidaire, une gouvernance sataniste, une gouvernance de brigands, de coquins et de requins. Voilà la démarche philosophique qui incombe à notre peuple. C'est cela la philosophie. Parce qu'il dit, le même esprit qui construit les systèmes philosophiques dans le cerveau des philosophes, qui construit le chemin de fer avec les mains des ouvriers. La philosophie n'est pas extérieure au monde. La philosophie n'est pas extérieure au monde. Et c'est fondamental que vous compreniez cela parce que c'est le sang, comme il a dit là. C'est le sang qui coule dans nos veines. Les veines du peuple que nous voulons mettre en lumière. Lorsqu'il gicle devant les égorgements que nous voyons là au quotidien. Ça nous pose un problème. Ça nous pose un problème de conscience. Car, c'est ce que Marx continue de dire, la philosophie, aussi longtemps qu'une goutte de sang fera battre son cœur victorieux de l'univers, libre de toute entrave, dira à ses adversaires, avec Épicure, l'impie n'est pas celui qui méprise les dieux de la foule, mais celui qui adhère aux idées que la foule se fait des dieux. Non, la foule pense que les dieux sont étudiés. Non, il faut désacraliser cela. Il faut donner espoir au peuple. Le peuple, la foule doit savoir que Dieu, c'est le peuple. Dieu, c'est le peuple. Et c'est le peuple qui décide. Au-delà de toutes les convulsions, il est important qu'on comprenne, qu'on ait en esprit que l'espoir est intarissable. Voilà, il faut se frayer son chemin. Et c'est à nous de maintenir le cap. Nous avons ici une idée fondamentale de la philosophie révolutionnaire impulsée par Marx et qui a été reprise par les adeptes de ce qu'on a appelé les adeptes du communisme, du marxisme léniniste, de tout ce qu'on veut. Il y a l'un d'eux qui est mon maître, qui s'appelle Marcin Toa, qui a eu la lucidité de continuer cette réflexion. Je vous ai dit, le philosophe, c'est celui qui donne la lumière. Et cette lumière ici est importante parce que le problème, c'est comprendre ce qui se passe. Le problème, c'est comprendre, parce que comprendre le cours du monde, ce n'est pas facile. Marcin Toa a écrit un texte qu'on appelle « De la lisibilité de notre monde ». De la lisibilité de notre monde a été publié entre septembre et février, entre septembre 91 et février 92. Parce qu'on sortait de l'ère soviétique, de l'ère de l'URSS, et le mur de Berlin était en train de tomber, et le bloc de l'Est avait perdu. Alors, il s'est interrogé. Et vous avez dit, le philosophe est contemporain de son temps. Il est contemporain des événements. Il est contemporain de l'esprit de son peuple. Et il disait donc, Marcin Toa disait donc dans son texte, la difficulté de déceler ce qui est réellement en cours dans notre monde ne tient pas seulement à la complexité et au caractère inouï des événements qui se sont déroulés en Europe de l'Est et qui ont abouti au retour de cette région à la maison commune européenne, mais aussi de la nécessité, écoutez bien, de la nécessité de décoder le discours triomphaliste dominant et de percer ce qui se dissimule, ce que dissimulent ces promesses mirobolantes
d'universalisation de la prospérité, de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Voilà ce discours est d'actualité, parce que lorsqu'on parle des droits de l'homme, lorsqu'on parle de la démocratie, lorsqu'on se rend compte que cette démocratie n'est pas en lien avec nos valeurs fondamentales, pas parce que nous sommes un peuple d'arriérés, un peuple de sous-hommes, mais parce que les nécessités conjoncturelles nous obligent à réactualiser ces principes démocratiques. C'est pourquoi je m'interroge actuellement sur la question de la démocratie, des élections et le reste. Parce que le système démocratique a produit la neutralisation de la démocratie. Il est important que nous ayons dans la lucidité de comprendre que un pouvoir qui a été mis en place depuis 50 ans ne partira pas parce qu'on a organisé les élections où des comédiens seraient payés sous la table pour venir jouer les rôles de candidats aux élections présidentielles. Il est question qu'on réforme fondamentalement, qu'on révolutionne notre compréhension de notre monde. Lorsqu'on parle du gré à gré, des esprits peuvent exercer au discernement, pensent qu'on veut positionner Franck Biya, on ne sait pas quoi. Pour moi, c'est un non-événement. Pour moi, celui-là est complètement déclassé. Mais la lucidité, l'intellectualité, l'actualité nous oblige à instruire le chef de l'État, parce que nous sommes les éducateurs du peuple, nous les philosophes, à lui dire que pour que le bateau ne continue pas de dériver, il est important qu'il y ait l'organisation d'un gré à gré. Et on n'a même plus beaucoup de temps. Il n'a même plus beaucoup de temps. Et je crois que chaque jour qui passe, cette éventualité même du gré à gré se pervertit et entravé. Parce qu'elle devait se faire, quand je parle de ça, il y a de cela quelques mois, il y a de cela quelques années, lorsque j'avais publié le texte Paul Biya, prodigue de la faim. Il y a de cela 2 ans. On devait se faire parce que lorsqu'un prince a organisé sa vie publique sur l'éternisation au pouvoir, sur la pérennisation de son règne jusqu'à sa mort, l'actualité peut l'amener à réviser ses options et à se réactualiser, à se métamorphoser. Chaque jour qui passe, on se rend compte que pour décoder le discours triomphaliste qui est en cours, pour dire à ceux qui lui crient aux oreilles, à lui parle à l'oreille, à lui souffle à l'oreille, que vraiment, monsieur le prince, monsieur Paul Biya, vous êtes le meilleur, sans vous, sans pays. Alors, c'est à nous la responsabilité. La responsabilité actuelle, c'est de nous dire il est temps que ce régime disparaisse, que ce régime se renouvelle, dans le sens où le renouvellement pour la sortie. Le renouvellement pour la sortie parce que, dans le cas contraire, il y aura des règlements de compte, une guerre civile qui a déjà commencé d'ailleurs avec nos frères du Nord et du Sud-Ouest. Il est important que les gens comprennent cela. Mon problème, ce n'est pas de savoir si l'armée va prendre le pouvoir ou pas, parce que ce n'est pas ma meilleure option. Mais dans le cas où ce gouvernement s'entête à vouloir profiter de la confiance du peuple pour mettre en avant d'abord ses intérêts au détriment de ceux du peuple, comme c'est le cas, avec tout ce qu'il y a comme barbarie actuellement, comme violation de droits, comme criminalité économique, civique et tout ce qu'on veut, alors il est indubitable que ce gouvernement va tomber. Ce que je vois, c'est davantage un mouvement populaire plutôt qu'un coup d'État armé, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec ces gens, l'armée, et je me rends compte qu'ils ont une autre idée de la République. Certains, pas tous. Alors, les gens me reprochent de faire du gré à gré une priorité actuellement. C'est qu'ils ne comprennent pas que le gouvernement actuel, le régime Biya, a tellement déstructuré le pays, aussi bien au niveau de la société civile, tout qui est complètement corrompu, les organisations politiques, partis politiques et le reste, qu'il est question qu'on puisse repartir sur de nouvelles bases. Tout ce qui va se passer maintenant, c'est une vue de l'esprit. Tout ce qui va se passer maintenant, c'est une mascarade. Tout ce qui va se passer maintenant, c'est pour pérenniser les mêmes crimes, les mêmes aberrations, les mêmes sauvageries qui perdurent depuis
depuis plus d'un demi-siècle. Nous avons donc la responsabilité d'interpeller le gouvernement, de leur dire, ils n'ont plus beaucoup de temps, d'interpeller donc celui qui incarne, celui qui a la responsabilité première de la situation dans laquelle le peuple végète, dans la situation catastrophique de destruction de notre peuple. Nous avons donc l'obligation de lui rappeler son devoir, c'est-à-dire prendre sur lui de s'effacer. Prendre sur lui de s'effacer pour qu'il y ait une réconciliation. On ne peut pas avoir une réconciliation dans ce pays. On ne peut pas avoir une prospérité. Oui, bonjour, c'est là. Bonjour, je connais. S'il n'y a pas cette métamorphose, cet effacement du président de la République, cet effacement de cette horde de voyous et de coquins, requins, on n'a pas la possibilité de se renouveler, d'envisager un avenir sécurisé s'il n'y a pas cela. Et c'est à nous l'université de rappeler cela. C'est à nous qui avons la responsabilité d'être dans l'enseignement, dans la recherche et dans l'appui au développement, tel que défini par les décrets des choses de l'État. C'est à nous donc qu'incombe la responsabilité de rappeler donc ces fondamentaux. L'appui au développement, c'est l'évolution, l'émancipation morale, civique, citoyenne, qui doit amener le gouvernement à se remettre en question, à démissionner et à faire passer une autre option pour pouvoir, dans cet effort de s'effacer, pouvoir permettre la régénération d'un nouveau Cameroun. Ceux qui pensent donc qu'il y a des hommes providentiels qui devraient seuls porter la voie de l'alternance doivent comprendre qu'il faut relativiser les options et il faut absolument, ici et maintenant, que l'idée de la République, c'est-à-dire de la chose publique, que cette idée prévale. Car en fait, comme le dit si bien, dans un monde, là nous sommes toujours dans Marcin Toa, Zen, la revue de club de philosophie Kwame Nkrumah, la première édition, numéro 1. Marcin Toa, dans son éditorial, dit ceci: dans un monde où s'affrontent les forces gigantesques, lui imprimant un mouvement accéléré, heurté et dangereux, quelle sera notre place et notre rôle? Et que faire pour occuper cette place et jouer ce rôle? Dans un tel monde, les peuples inconscients et insouciants, ceux qui se laissent aveuglément porter par le mouvement, sont voués à être désarticulés ou broyés pour servir d'instruments ou de matériaux au dessein des autres. On ne peut éviter un tel destin qu'en se fixant un objectif global et en adoptant ou en dégageant une voie pour y parvenir. Mesdames et messieurs, il est temps qu'on dégage une voie. Il est temps, dans un monde heurté, où des forces gigantesques, où des chancelleries nomment les généraux d'armée pour venir faire l'administration de la diplomatie, il est question qu'on se retrouve en nous-mêmes. Il est question qu'on imprime un autre rythme, à ce rythme accéléré et heurté. Et ça ne peut se faire que dans un monde où on s'efforce d'être conscient et soucieux. Parce que dans le texte, Toa dit, les peuples inconscients et insouciants, ils courent de grands risques. Voilà ce que Marcin Toa dit. Dans un monde où s'affrontent les forces gigantesques, lui imprimant un mouvement accéléré, heurté et dangereux, quelle sera notre place et notre rôle? Et que faire pour occuper cette place et jouer ce rôle? Dans un tel monde, les peuples inconscients et insouciants, ceux qui se laissent aveuglément porter par le mouvement, sont voués à être désarticulés ou broyés pour servir d'instruments ou de matériaux au dessein des autres. On ne peut éviter un tel destin qu'en se fixant un objectif global et en adoptant ou en dégageant une voie pour y parvenir. Nous devons nous réunir pour dégager cette voie. Et quelqu'un avait dit,
la conférence nationale est sans objet, la conférence nationale souveraine est sans objet. C'est l'esprit de cette conférence nationale seul. C'est ça, cet esprit-là qui peut faire qu'on échappe à ce destin tragique qui nous menace. Ceux qui ont dit, celui qui a dit que la conférence nationale souveraine, c'est-à-dire que les retrouvailles du peuple autour de ses principes, autour de ses valeurs, autour de son espoir, autour de ses ambitions nobles, autour de ses projets, autour de son avenir, cela est inutile. Alors ce monsieur cultivait déjà les germes de la paupérisation, les germes de l'esclavage, les germes de la fin, de la mort de notre peuple. Mesdames et messieurs, voilà notre responsabilité. C'est de penser la crise. La pensée de la crise est plus que tout la responsabilité de nous autres. D'ailleurs, lorsque j'écris ce texte, la révolution de la pensée africaine, c'est dans cet esprit-là aussi, le dernier texte que j'ai écrit, où on met en scène les nouvelles orientations que nous pensons donner à la philosophie africaine, à la pensée de la libération, de l'émancipation. Il est important que vous ayez cela en esprit parce que la philosophie ne consiste pas seulement à réciter les grands auteurs. La philosophie, c'est être au corps à corps avec l'actualité. La philosophie, ce n'est pas seulement s'émouvoir de ce qui se passe. La philosophie, c'est se confronter aux événements. C'est défier le temps, défier les barbares, défier les criminels, provoquer les immoraux. C'est à ça que sert la philosophie, justement, mesdames et messieurs. C'est notre rôle, c'est notre posture que nous assumons pleinement. Pour cela, je vais terminer avec un petit dessert à l'intention de ceux-là, justement, qui ont pris le plaisir de torturer, de bâillonner, de mettre en prison les innocents, comme c'est le cas à Konengi, comme c'est le cas dans toutes les prisons de Yoko, Douala, Noubel, tout ça. Comme c'est le cas de tous ceux qui sont dans les cellules maintenant, parce qu'un puissant, un faux puissant, a le faux pouvoir. À cela, je dis, pensez à l'avenir. Et je vais terminer par ce petit texte que vous connaissez très bien. Amadou Ampateba, Amkoulel, l'enfant Peul. Mémoire, lecture, bon, il y a un commentaire d'Alain Chebran, je pense. Donc, Amadou Ampateba donne des conseils. C'est un adieu au bord du fleuve. Le matin du départ, ma mère m'accompagna au bord du fleuve. Juste avant la rive, il fallait franchir une petite dune de sable. Nous marchions en nous tenant par la main, tandis que nous descendions, tournés vers le sud. Le vent du nord planquait nos vêtements dans notre dos. Ma mère tint à monter dans la pirogue pour vérifier de ses propres yeux que rien ne manquait à l'intérieur des roufs. Rassurée, elle distribua quelques derniers cadeaux et revint sur la berge. Me prenant par la main, elle m'attira un peu plus loin. Là, elle me remit 50 francs pour mes frais de voyage. Puis, prend mes deux mains dans les siennes, elle me dit, et ce mot s'adresse à tous ceux qui nous torturent. Je vais donc dire les dernières volontés d'une maman à son fils. Regarde-moi bien dans les yeux. Je plongeais mon regard dans le sien. Et pendant un instant, comme on dit en Peul, nos yeux devinrent quatre. Toute l'énergie de cette femme indomptable semblait couler d'elle à moi à travers son regard. Alors, elle retourna mes mains et dans un geste de grande bénédiction maternelle, à la façon des mamans africaines, elle passa le bout de sa langue sur mes pommes. Puis elle dit, ah, mon petit-fils Soso, écoute bien ce que la maman s'y avait dit. Mon fils Famendongo, écoute bien ce que cette maman avait dit à son fils. Mon fils,
Je vais te donner quelques conseils qui te seront utiles pour toute ta vie d'homme. Retiens-les bien. Elle marquait chacun de ses conseils en touchant le bout d'un de ses doigts. N'ouvre jamais ta malle en présence de qui que ce soit. La force d'un homme vient de sa réserve. Il ne faut étaler ni sa misère ni sa fortune. Fortune exhibée appelle jaloux, quémandeur et voleur. 2. N'envie jamais rien ni personne. Accepte ton sort avec fermeté. Sois patient dans l'adversité et mesuré dans le bonheur. Ne te juge pas par rapport à ceux qui sont au-dessus de toi, mais par rapport à ceux qui sont moins favorisés que toi. 3. Ne sois pas avare. Fais le monde autant que tu le pourras, mais fais-la au malheureux plutôt qu'au petit marabout ambulant. Je continue les conseils. Rends le plus de service que tu pourras et demande-en le moins possible. Fais-le sans orgueil et ne sois jamais ingrat ni envers Dieu ni envers les hommes. Sois fidèle dans tes amitiés et fais tout pour ne pas blesser tes amis. Sois fidèle dans tes amitiés et fais tout pour ne pas blesser tes amis. Ne te bats jamais avec un homme plus jeune ou plus faible que toi. Wow. Ne te bats jamais avec un homme plus jeune ou plus faible que toi. Si tu partages un plat avec des amis ou des inconnus, ne prends jamais un gros morceau. Ne remplis pas trop ta bouche d'aliments. Et surtout ne regarde pas les gens pendant que vous mangez, car rien n'est plus vilain que la mastication. Et ne sois jamais le dernier à te lever. S'attarder autour d'un plat est le propre des gourmands et la gourmandise est honteuse. Respecte les personnes âgées. Chaque fois que tu rencontreras un vieillard, aborde-le avec respect et fais-lui un cadeau. Si minime soit. Oui, madame. Attends, je vous rappelle dans une minute. Je suis en direct en Facebook. Je suis au bureau, je te rappelle dans une minute. Vous demandez quoi? Excusez-moi, on nous a coupé là. Si tu donc je dis que ne sois jamais le dernier à quitter. Bon, voilà. Respecte les personnes âgées. Chaque fois que tu rencontreras un vieillard, aborde-le avec respect et fais-lui un cadeau, si minime soit-il. Demande-lui des conseils et questionne-le avec discrétion. Méfie-toi des flatteurs, des femmes de mauvaise vie, des jeux de hasard et de l'alcool. Méfie-toi des flatteurs, des femmes de mauvaise vie, des jeux de hasard et de l'alcool. Respecte tes chefs, mais ne les mets pas à la place de Dieu. Respecte tes chefs, mais ne les mets pas à la place de Dieu. Fais régulièrement tes prières, confie ton sort à Dieu chaque matin au lever et remercie-le chaque soir avant de te coucher. Tu as bien compris? Oui, Dada. Merci pour la leçon. Une très bonne soirée.